marque s'appelle Espère un po, ce qui veut dire en occitan « attends un peu ». Principalement, ça veut dire « espère un peu » aussi. Et puis c'est une marque qui existe depuis quelques années, 4-5 ans. C'est assez récent dans sa formalisation, quoi. On a déposé la marque assez récemment. Et notre collaboration est assez récente aussi. Ouais. Et donc l'idée de cette marque au départ, quand j'ai commencé à faire ces trucs, c'était assez militant. Mon idée c'était plus de revendiquer des choses par rapport à l'occitan et de se servir du t-shirt comme moyen d'expression. Là j'ai le motif sur un fichier vectoriel sur Illustrator, ici là, sur l'ordi. Après c'est connecté, l'ordi est connecté à la traceuse qui est là. Donc ça ressemble à le format d'une imprimante de bureau, quoi. Sachant que bon, après les traceuses industrielles sont vachement plus grandes. La phase d'après, c'est ce qui s'appelle l'échenillage. C'est-à-dire qu'on a une page de flex qui est découpée, mais bon, on ne va pas tout utiliser pour l'impression. Donc en gros, armé d'une pince à épiler de qualité, il faut enlever tout ce qui ne sert pas. Alors sur celui-là, là, sur ce modèle, c'est assez simple parce que c'est assez grand, quoi. Enfin, c'est un logo qui est assez grand. Donc voilà, en gros je fais ça. Là je vais pas le faire tout d'un coup parce que j'ai pris de l'avance et au final on obtient ça. Donc, là c'est à l'envers, pour la simple raison que ça c'est la face qui va être thermocollée. Et au final on va l'avoir comme ça. C'est vrai qu'il y a déjà des marques occitanes, mais leur approche du vêtement elle est plus axée sur la langue et le fait que la langue soit présente sur un vêtement que réellement sur la réflexion du vêtement. C'est-à-dire nous, là où on en est actuellement, on s'est beaucoup informé, genre en plus des connaissances qu'on avait sur le costume traditionnel ou les costumes traditionnels et les savoir-faire traditionnels. Parce que ce qui nous intéresse au final, c'est pas tant de ressortir les costumes d'Arlésienne et de les moderniser, mais plutôt de réfléchir à quels éléments et quel savoir-faire dans ces différents costumes sont aujourd'hui exploitables et quels éléments on peut mettre en valeur en se basant sur la mode qu'on aime nous et la mode qu'on a envie de faire surtout. Plutôt que simplement, voilà, comme je disais tout à l'heure, plutôt que simplement écrire en occitan sur des t-shirts. Bon, personnellement, par exemple, je mets quasiment pas de vêtements où il y a des slogans dessus, quoi. Donc, ce qui nous intéresse au final, c'est plus d'aller trouver des artisans qui font leur truc dans leur coin et de mettre en relation différents artisans pour obtenir au final le vêtement qu'on veut créer, quoi. Ouais, puis c'est vraiment autour de la qualité. Ce qui nous intéresse, c'est la qualité et ce savoir-faire local. Il y a des gens à Paris qui font des choses bleues un peu, qui s'axent vraiment sur quelque chose qui s'appelle Made in France, autour d'un savoir-faire presque ancestral. Du coup voilà, à terme, ce qu'on aimerait développer, c'est ça, c'est vraiment des habits et du textile de grande qualité, tout en portant un message pas vraiment, ouais, on pourrait dire militant, je sais pas trop. Bah ouais, je sais, enfin l'idée de toute façon, la présence de l'occitan sur nos vêtements, elle est pas plus ni moins présente que l'anglais sur la plupart des vêtements, quoi. C'est-à-dire qu'on a fait le choix volontaire de mettre par exemple les notices de lavage et ce genre de choses en occitan, sachant que la plupart du temps ça fait référence à des symboles qui sont internationaux, donc il n'y a pas de problème de compréhension a priori là-dessus. Et
l'idée aussi, c'est de trouver du lien entre ce qu'on a comme vêtements quotidiens et notre patrimoine local au sens large, en allant chercher des fois un peu loin, mais c'est vrai que le jean par exemple, qui a été inventé aux États-Unis comme tout le monde le sait, vient d'un tissu qui était initialement fabriqué à Nîmes, d'où le nom de Nîmes, et qui était teint avec de l'indigo. Nous, là, sur les jeans qu'on veut faire pour l'année prochaine, on va aller au-delà, c'est-à-dire qu'on a trouvé des teinturiers au nord de Toulouse qui travaillent avec du pastel, qui est le colorant qui était le colorant bleu de référence en Europe avant que l'indigo soit importé. Et donc ils le font avec des machines modernes, mais qui reproduisent, si tu veux, le procédé de fabrication de la teinture traditionnelle occitane, qui se vendait à l'époque sous forme de boules de feuilles séchées qui s'appelaient les coques, et qui a donné son nom, enfin le nom de la fabrication de ces coques s'appelait la Cocagne, qui a donné donc son nom au pays de Cocagne, puisque c'est un commerce florissant, et c'est, je crois, jusqu'au 16e, quand l'indigo est arrivé dans ces eaux-là en Europe, ils avaient le monopole de la fabrication de cette teinture qui était vachement utilisée dans toute l'Europe, et du coup ils étaient très riches. Ah, c'est vraiment la méthode la plus rudimentaire. Hein. Pour l'instant on fait tout ça, on met les rivets avec une pince, on fait le transfert avec un fer à repasser. Mais ce mois-ci, nous allons acheter une pince à riveter, une presse à riveter qui va être fixée sur le bureau, qui est un peu plus professionnelle et pratique, et une presse à repassage aussi qui fait ça de manière beaucoup plus uniforme et pratique. Parce que jusqu'à présent, on s'en a un peu. On avance très prudemment là-dessus et très lentement. L'idée, c'est pas d'être partout tout de suite, mais de fidéliser aussi les rapports avec les gens qui achètent notre marque. Du coup, on vend beaucoup de la main à la main directement, comme ça on a un contact un peu direct avec les gens qui achètent, et on a un retour direct aussi. Donc, s'il y a un problème ou si ça leur plaît, ça permet aussi de rencontrer aussi des gens qui ont peut-être des choses, des savoir-faire qui peuvent nous aider, parce que là on a parlé de toute la partie vraiment vêtements, mais en dehors de ça il y a aussi une partie communication par exemple, où on a besoin de photographes, on a besoin de modèles. On va faire en sorte que ça soit pas excessif. D'un autre côté, on va aussi faire en sorte que les gens qui ont ces savoir-faire et qui les mettront à disposition soient rémunérés à hauteur du travail qu'ils auront effectué. Donc quelque part, ça rentre un peu dans une logique de commerce équitable, mais de commerce éthique peut-être quelque part.